Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi. Tous les jours entre 19h et 21h. Le double scrutin législatif et municipal du dimanche dernier a commencé à livrer ses secrets. Si le rassemblement démocratique du peuple camerounais ne semble pas avoir été sérieusement ébranlé par les consultations électorales dernières, d'autres formations politiques de l'opposition, novices sur l'échiquier politique, font une remarque percée. Au-delà de cette nouvelle redistribution des cartes sur l'échiquier politique, la question de la légitimité des nouveaux élus se pose. Tellement le double scrutin de dimanche n'aura véritablement pas fait courir. Si les chiffres officiels de la participation restent attendus, les leaders du front du boycott parlent d'une participation qui atteindrait difficilement les 30%. Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, par contre, soutient que les appels au boycott lancés par les politiciens véreux et les terroristes en perte de vitesse n'ont eu aucun écho auprès des Camerounais. J'ai cité là Paul Atangandi. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Madame, Monsieur, tout de suite et maintenant, c'est le fait du jour. Faible participation au double scrutin. Qui profite? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Barista George Kinyan. Vous êtes... good evening, Barista. Yeah, good evening, Mr. Sénateur Barista. Voilà, vous êtes sénateur social-démocratique Front pour le Nord-Ouest, c'est bien cela? Yes, you're right. Voilà. Bienvenue sur le plateau. Thank you. It's the first time. Not first time, I've been here occasionally. Oh, ok. Bonsoir, docteur Luzin Somba. Bonsoir, Serge Alain Autour. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi, avec respect, de saluer les autres copanélistes et surtout un aîné dans la chaire académique et scientifique qui est avec nous sur ce plateau, que je vous laisse certainement le soin de présenter. Voilà, merci. Maître Désiré Sikati, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être ici sur votre plateau. Voilà, Maître Désiré Sikati, communicant, on va le dire comme ça, du MRC, c'est bien cela? Je suis militant du MRC. J'aime bien me faire présenter comme ça. Voilà, militant du MRC. Donc c'est Pascal Charlemagne Messanga Nyamdi. Bonsoir. Oh, Dieu merci, Yabassi est revenu. Comment ça? C'était un combat difficile, je vous assure. Je voudrais dire bonsoir d'abord à toutes les populations de Yabassi. Ça n'a pas été facile. Et à tous les camarades du RDPC qui se sont battus et qui devront désormais se battre pour conquérir et avoir la confiance du peuple. Voilà. Pour ce Messanga Nyamdi, vous êtes membre du comité central, c'est bien cela? C'est cela, membre titulaire. Et coordonnateur désigné, du mouvement BIA. C'est ça, BIA. membre titulaire désigné par le chef de l'État. Et je continue à me battre. Je vous assure, monsieur Serge Alain Autour, à tous les copanélistes, en 30 ans d'engagement politique, nous n'avons jamais eu à nous battre et à mouiller le maillot, comme ce fut le cas à Yabassi. Et j'en profite aussi pour présenter mes amitiés à Capra Libye, parce que nous avons eu un échange téléphonique où je l'ai félicité pour l'épaule où il a apporté la preuve que la base recherche de nouvelles têtes sur le terrain, mais je remercie aussi Cabral parce qu'il m'a félicité et il m'a dit ce mot que je n'oublierai pas. Si tu n'étais pas à Yabassi, j'aurais pris Yabassi, mais je reviens dans 5 ans. Mais qu'il sache que dans 5 ans, on ne sait jamais, mais dans 5 ans, il me trouvera encore en face. Voilà, Maître Désiré Sikati, un double scrutin qui s'achève, mais du côté du MRC, on crie quand même victoire sans avoir participé. Pourquoi? Mais je ne pense qu'un président de la République, je veux dire M. Biya, qui aurait été élu avec le pourcentage qu'il s'est attribué à travers le Conseil constitutionnel,
moins de 2 ans après son élection, se retrouve dans le cadre d'une élection locale où normalement il devrait, s'il avait la légitimité populaire, être accompagné par ses partisans. Il est quand même surprenant de voir que ceux qui doivent l'accompagner refusent de l'accompagner à travers cette élection. J'ai l'impression, et beaucoup d'analystes disent d'ailleurs la même chose, qu'à travers cette élection, on a un tout petit peu vidé le contentieux de la légitimité de l'élection présidentielle. Parce que il n'est pas possible, quand je reporte d'abstention, le bol du système. Le bol parce que, en fait, quand vous prenez l'élection présidentielle de 2018, je pense qu'Elekam avait annoncé un chiffre d'environ 6 500 000 inscrits. Et les résultats qui avaient été publiés par le Conseil constitutionnel, dont nous avons toujours contesté la régularité, disaient que M. Biya, il a gagné avec un nombre un peu plus de 2 500 000 voix. 2 500 000 voix. Quand je vois qu'aujourd'hui, Elekam nous fait savoir qu'on a un chiffre de, je pense, un peu plus de 7 millions d'inscrits. Et que le taux de participation qui est aujourd'hui avancé par la quasi-totalité des acteurs politiques, hormis naturellement les membres du RDPC, quand je vois par exemple que l'Union africaine a dit que le taux de participation n'était que de 28%, lorsque je fais le rapport quand je fais le rapport avec l'élection présidentielle de 2018, je me rends compte qu'en fait, on a seulement pratiquement un peu plus de 1 900 000 inscrits sont à l'élection. Bon, moi je me pose la question de savoir comment M. Biya, qui prétend avoir été élu avec plus de 2 500 000 voix, peut se retrouver après avec seulement 1 900 000 personnes. Parce que c'est ça, si vous prenez 7 millions d'inscrits et que vous faites le rapport sur un taux de participation qui oscille entre, je pense, doit osciller entre 28% et 25%, on se retrouve avec pratiquement pas plus de 1 900 000 personnes qui sont allées aux urnes. Et c'est un véritable contraste. Je pense que les Camerounais sont aujourd'hui en train de comprendre véritablement qui est celui qui a gagné l'élection présidentielle. Et excusez-moi si je suis obligé d'insister sur cela, parce que c'est l'une des raisons fondamentales qui a motivé le boycott du MRC. Parmi les raisons qui ont été évoquées, il y avait l'absence d'un système électoral consensuel. Et ce système électoral consensuel, nous le revendiquions parce que nous nous sommes rendus compte, après l'élection présidentielle de 2018, où nous avons bien voulu aller à l'élection au même titre que d'autres candidats d'ailleurs, mais nous nous sommes rendus compte qu'en fait, le système électoral au Cameroun, c'est un guet-apens. Il est juste question d'amener certains acteurs politiques à participer à une sorte de mascarade où à la fin, quel que soit l'effort électoral que vous faites, quel que soit le niveau d'implantation du parti, eh bien c'est le RDPC qui va gagner. Tout à l'heure, j'ai écouté notre cher concitoyen, professeur Messanga Nyamding, se féliciter de ce qu'il a gagné à Yabassi. Moi, j'ai envie de lui dire qu'il ne pouvait pas en être autrement, parce qu'il est du RDPC. Et les élections telles qu'elles sont organisées, le RDPC a pratiquement gagné à 90% avant l'élection. Voilà. Voilà. Professeur, rapidement, est-ce que lorsque on écoute Maître Sikati, il pense que le peuple, par cette faible participation dimanche dernier, le peuple a refusé d'accompagner Paul Biya à ces élections. Est-ce que ça, pour lui, ça prouve un véritable ras-le-bol et du système et même de la classe dirigeante? Oui. De manière globale. D'abord, il faut dire que dans le jeu politique, il y a ce qu'on appelle la question de légitimité des représentants. Au-delà du principe de l'égalité, je suis heureux d'avoir sur ce plateau le sénateur Barista Maître Kinyan, qui est aussi un excellent juriste. Et vous allez voir que lorsque vous faites le ratio entre, vous allez m'excuser parce que avec la campagne, je n'ai pas retrouvé totalement ma voix. Il faut d'abord rappeler que je confirme ce qu'il dit par rapport à une élection présidentielle qui n'a pas été volée. Je crois qu'il est complètement à côté de la plaque. Moi, je vous donne des chiffres. Quand vous prenez l'extrême nord, vous prenez le nord, vous prenez la Damawa, le taux de participation avoisine les 90%, voire les 95%. Il est hors jeu. Il est resté hors jeu et je crois que c'est bien comme ça parce qu'ils ont décidé au départ de ne pas aller à l'élection. Et je suis bien heureux de voir qu'il n'a pas suivi l'évolution et le déroulement de l'élection.
Et de deux, je voudrais être clair avec nos amis et nos compatriotes, quoi que l'on dise, du MRC. Lorsque vous prenez le Grand Nord, ici sur ce plateau, je reste d'abord là. Je vais répondre et vous démontrer que le taux de participation avoisine les 50%. Et va même au-delà dans certaines zones. Chez moi, Yabassi, la voisine est 90%. Alors, quand vous regardez très bien, vous allez vous rendre rapidement compte que, en réalité, aucun candidat, s'il veut qu'on revienne à l'élection présidentielle, on va y aller. Moi, je vais lui rentrer dedans, sympathiquement. À l'élection présidentielle, en dehors du président Paul Biya, M. Tchirouma, Issa Tchirouma, l'a dit sur ce plateau lors d'une émission, d'une de vos émissions, je crois que c'était avec La Vérité en face. Il a dit, en dehors du président Paul Biya, mon maître politique, il faut vous dire que je suis le coordonnateur du biaïsme, nous allons nous battre jusqu'au bout. Et on ne va laisser aucune contre-vérité passer. Aucun candidat n'a eu plus de 2% au Grand Nord. Il ne peut pas discuter de cela. Alors, prenons donc le score du chef de l'État, mon maître politique. Vous allez vous rendre compte qu'il a eu un score de 71% à l'élection présidentielle. Et si vous faites 71 ôté de 24%, vous allez voir que le Grand Sud, ce qu'on appelle le Grand Sud, les 7 autres régions, nord, ouest, sud-ouest, littoral, ouest, est, centre et sud, le président Paul Biya n'a obtenu que 24%, dont les 47% qu'il a obtenus parce qu'il vous a battu aux élections se confirment. Parce que si vous regardez très bien, il y a eu un jeu politique. Et ce qu'il ne comprend pas techniquement, parce que maintenant nous sommes dans les techniques de sociologie électorale et de sociologie politique. Mais il parle des défaites. Mais les alliés du président de la République et singulièrement du RDPC, il ne faut pas oublier que l'élection présidentielle, c'est la relation entre un homme et un peuple. Mais dans ce jeu technique qu'il a du mal à comprendre, on a actuellement l'UNDP qui fait une percée dans la Damawa, le FNC de M. Issa Tchirouma qui fait une percée à l'extrême nord et dans le nord, et puis à côté, on a l'ANDP qui se stabilise un peu aussi dans l'extrême nord. Où ce monsieur voit-il qu'on a reculé? Et je vous dis, vous confirmez, ne me coupez pas, soyons courtois, mais vous n'avez pas compris que les alliés du président de la République dans le Grand Nord viennent de rafler tous les points. Vous n'y êtes même pas. Et aucun parti d'opposition n'a fait une percée, n'a effectué une percée dans cette zone. Ramenez, et je suis là-dessus, dans les autres zones, vous allez remarquer que c'est un fief où effectivement il y a eu une forte représentation, une forte représentation du MRC se sont affirmés. Vous pouvez prendre Yaoundé 6, vous pouvez prendre Douala, et vous pouvez prendre le Grand Ouest. En dehors de ces zones, bien entendu, quand on fait le ratio avec le nord-ouest ou le sud-ouest, ou dans certaines zones, même s'il y a une augmentation, il y a encore une faible participation. Je prends le cas dans la Momo, chez le sénateur, le taux de participation, pour des raisons de sécurité, avoisine à peine les 20 ou les 30%. Donc, globalement, moi je suis satisfait en tant que politologue. Là, je suis en analyse. Et je voudrais vous dire qu'en sciences politiques, il faut aussi le rappeler, l'abstention fait partie de la démocratie, même si je voudrais rappeler aux téléspectateurs que nous avoisinons à l'échelle nationale un taux de participation qui aussi entre 40 et 55%. Voilà, 40 et 55%. C'est barrister Georges Kignan. Le ministre Paul Atangandji, au soir du double scrutin, disait, s'agissant des régions du nord-ouest et du sud-ouest, les populations sont sorties massivement pour accomplir leurs devoirs civiques dans toutes les circonscriptions administratives. On vient de suivre tout à l'heure, pour Sanga, il parle d'à peine 10%, 20%. Just to contradict what Professor is saying, the participation rate in the northwest and southwest regions was below 6%. Moins de 6%. Below 6%. And you see, Mr. Serge, you see, mais comment le ministre l'a-t-il lui dit massivement? I don't take his declarations serious. I don't take them serious. And I want to bet you, nobody
in the Northwest and the Southwest regions take him serious. He has lied. That's the truth about it. And you see, we behave in this world as if we are coming in this world to be permanent. We're in a transition. One day all of us will die, and we will be accountable to somebody, our Creator, who is called God. People behave as if we have come here to establish in a permanent world. And the people build the world on the basis of lies telling. Instead, people are telling lies. It is very unfortunate. I want to tell you that in the Northwest and Southwest regions, the rate of participation was below 6%. And it was obvious because voting was done by the military, by the administration, in complicity with ELECAM, because ELECAM... Ils sont les Camerounais aussi, non? I'm coming, because ELECAM is a subset of the CPDM government. That's the truth about it. We don't need to be fooling Cameroonians. Look at the place of Bimbiame, one of my subdivisions. There was some voting in Oko, in Elak, that civilians came out because of a mobilization of the Prime Minister, former Prime Minister, and the Fayengo. These are very eminent elites. And they had armored cars around them. They had the military around them. And they could transport some few CPDM militants to go vote. But you know that Northwest and Southwest were deserted. There was lockdown. Lockdown was effective. Sénateur, ce que vous décrivez là peut participer à ce que le RDPC revienne en force, c'est ça? Lockdown was effective. Vous dites que c'est les militants, quelques rares militants RDPC qui ont eu la latitude de voter. I have talked about Oku. Yes. Because I am senator for Bui. Yes. Oku, Elak, some few people went CPDM because they had that protection to go vote. But out of CPDM, people had to trek 4 5 kilometers to go vote, and nobody could attempt because they will kill you. The Amber boys were all around. And so we cannot be saying that there was voting in the Northwest and Southwest region. I say it is a lie. And in Oku, around more than 22,000 registered voters. Out of more than 22,000 registered voters, only around 2,000 voted in Oku. In Kumbu, after more than 33,000 registered voters, only 1,400 voted. In my own subdivision, Noni, after close to 9,000 voters, only 400 voted. And these 400 were military people, the administration, and some few CPDM militants who had that protection, the security, to go and brave the odds to go and vote. And so if we want to go by the definition of democracy, government for the people, that government of the people, for the people and by the people, we mean the people should be able to choose their representatives. I do not understand how in the Northwest and Southwest regions, the military, who are not resident in that particular area, the administration, who are just there to administer, they will come and vote local representatives for that particular area, and we'll say that we're in a democracy. It is fake democracy. And then I want to tell you, I am senator. I was voted by the population. I don't need to come on stage to tell lies. It does not help us. Okay. You see, we are talking about what? We're talking about maintaining, doing everything for peace to go back to the Northwest and Southwest regions. But the solution is there. We of the Northwest and Southwest regions, we started with who? Started with parliamentarians of the CPDM and the lawyers who converged in Yaoundé at Hotel des Députés and said that we want a federal system of government. Achi Achu, emeritus, senator, went and told the head of state, my people want a federal system of government. Mosonge's commission, they have told our head of state, my people want federal system of government. Okay. Everybody is talking about federation. They choose everybody. And we are
just beating around the bush. We do not want to give the people what they want. And we're talking about democracy. It is not democracy. So let us give the people what they want. I'm saying that there was no election in the Northwest and Southwest regions. Let us admit the truth and see how we can forge ahead to make sure that we bring back peace in the Northwest and Southwest region. So there was a total boycott, please. Voilà, total boycott selon le sénateur Georges Kignan. Dr Luzin Issomba, face à ce débat, professeur Mesanga Nyamding dit que non, il y a eu un fort taux de participation. Le docteur Maître Sikati, lui, pense que c'est, comme il ne veut pas le reconnaître, c'est la victoire du boycott, quand même. Votre analyse? Pourquoi les Camerounais ont traîné le pied dimanche dernier? Je vais vous l'expliquer, mais je voudrais vous indiquer d'entrée de jeu que pour une élection, on ne peut pas avoir 100% de participants et 0% de participants. C'est-à-dire que ce qui est certain, c'est qu'une élection ne peut pas engranger tous les votants qui se sont inscrits. C'est la raison pour laquelle on parle de suffrage valablement exprimé. C'est-à-dire que ceux qui sont allés réellement porter, exprimer leur devoir citoyen et civique. Ce que je dois vous expliquer, c'est quoi? C'est qu'en réalité, ce double scrutin s'est déroulé. Si nous pouvons faire une analyse profonde du côté de la participation du peuple, on se rend compte que cela peut être analysé de manière parsemée, c'est-à-dire pour indiquer que du côté du septentrion, c'est-à-dire que Garoua, Gandéré, Marois, on a eu une réelle participation du peuple à l'expression de la démocratie. C'est-à-dire que très fort. Moi j'ai des frères de ce côté qui m'ont rassuré de ce que de ce côté-là, il y avait une réelle participation des citoyens qui accomplissaient leur devoir citoyen. Mais maintenant, par contre, revenant de ce côté, c'est-à-dire du côté du sud, on se rend bien également compte que deux raisons peuvent justifier cette abstention. C'est-à-dire que des raisons qui peuvent être fondées sur des considérations politiques et celles qui peuvent être articulées sur des raisons apolitiques. C'est-à-dire que sur des raisons politiques, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de frustrations qui ont certainement amené les uns et les autres à ne pas participer à ce vote. Je vais vous prendre un exemple. Même au niveau du RDPC, vous savez que des citoyens qui avaient été choisis au niveau de la base ne se sont pas reconnus confirmés au niveau du sommet. Ceux-là sont rentrés dans des frustrations et ne sont pas allés accomplir leur devoir. Vous avez aujourd'hui un cas d'espèce, le contexte. Par exemple, pour nous, le corps enseignant, vous voyez, depuis le mois de janvier, nous attendons une prime de la modernisation de notre recherche qui n'est pas tombée. Depuis décembre. Depuis décembre. Vous voyez donc que du côté des enseignants, il y a une forte frustration. Et ne perdons pas de vue les derniers événements des enseignants qui ont subi des jets d'eau, ainsi de suite. Donc, on peut ranger cela dans ces éléments-là. Et n'oublions pas aussi de l'indiquer que le mot du boycott lancé par le MSC a quand même eu voix au chapitre. C'est-à-dire que ne l'ignorons pas, ça a eu voix au chapitre. Et on se rend bien compte que les gens ont suivi ce mot d'ordre. Même si on a... Même si tout le monde n'est pas forcément sympathisant ou bien militant MRC. Non, voilà. Mais comme on a quand même suivi le mot d'ordre. On ne peut pas le balayer du revers de la main. On reconnaît quand même que sur cet aspect, le mot d'ordre a été véritablement suivi. Maintenant, pour des raisons apolitiques, on se rend compte que ce jour, dimanche, c'est un jour quand même où les Camerounais sont devenus aujourd'hui très purs. Et je vais vous faire, je prends un exemple simple. De 8h à 12h jusqu'à 12h, il y a certains bureaux de vote qui n'avaient même pas 5 votants. Et je pense que j'étais sur un autre plateau où j'indiquais que certainement les gens sont à l'église et après l'église, on aura des velléités ou des manifestations qui vont se mener, voilà, se mener pour que les uns et les autres accomplissent leurs devoirs citoyens. Donc c'est pour dire quoi, en effet, M. Serge Outou. Autre chose qu'on peut également évoquer, c'est qu'il n'y a que dans certaines circonscriptions électorales, le RDPC était le seul parti. Ça peut donc justifier que les gens prennent du recul pour dire tout est déjà gagné à l'avance, ça ne vaut même pas la peine d'aller manifester, exprimer son devoir citoyen. Donc voilà quelques raisons que nous pouvons évoquer pour justifier de manière profonde ce taux d'abstention qui, du côté du Sud, est une réalité, mais du côté du septentrion, on a noté une réelle participation des citoyens qui sont allés exprimer leurs devoirs civiques et citoyens. Voilà, merci Cathy, vous pensez que c'est un véritable... Dimanche, c'était une façon de manifester le ras-le-bol dans un système.
Lorsque vous suivez les explications du docteur Louison Issomba, il parle d'un ensemble de facteurs. Ce n'est pas seulement les militants MRC qui ne sont pas allés voter, qui ont suivi le mot d'ordre, mais d'autres Camerounais, par rapport à un certain nombre d'éléments, de facteurs. Ils se sont joints à votre cause, ça il faut le dire. Ben, je suis quand même un peu surpris de l'analyse du docteur Louison Issomba parce que je pense que depuis un certain nombre d'années, les élections au Cameroun se déroulent toujours le dimanche, c'est-à-dire les gens vont au culte et ils vont voter après. Oui. Je voudrais quand même lui rappeler qu'en 2013, le taux de participation à l'élection couplée municipale et législative, il était un peu au-dessus de 65%. Et en même temps, ces élections étaient organisées dans le même contexte temporel que celle d'avant-hier, c'est-à-dire du 9 février. Donc vous ne pouvez pas expliquer l'abstention par le fait que les gens allaient à l'église et qui sont arrivés. Les bureaux de vote au Cameroun, vous verrez rarement un bureau de vote qui ouvre à 8 heures. En général, c'est à partir de 11 heures que les gens commencent à voter parce que les Camerounais ont l'habitude de vaquer à leurs occupations normales et vont voter après. Donc ça n'a absolument rien à voir avec la piété. La piété des personnes qui sont inscrites. Autre chose. Il y a aussi un élément. Non, je veux dire que en 2013, ce que je veux dire, c'est qu'en 2013, ils sont allés à l'église et ils sont repartis voter. À l'époque, le MRC avait des candidats et on a quand même eu un taux de participation qui oscillait entre 65% et 68%. Voilà, donc on ne pouvait pas expliquer ça autrement aujourd'hui. Et en même temps, quand je vous écoute minimiser un peu l'impact du mot d'ordre de boycott qui a été lancé par le MRC, j'ai envie de dire que vous êtes en train de vous mettre dans une posture de négation, vous voyez, de l'aspiration populaire. Parce qu'en fait, le boycott aujourd'hui est devenu un mode d'expression démocratique. C'est une façon de dire on n'est pas content. Donc, quand vous dites que bon, le mot d'ordre du boycott du MRC a aussi un peu été pris en considération, ben, je voudrais vous expliquer que, en ce qui nous concerne, nous pensons que, au-delà des chapelles politiques, les Camerounais sont en train de se fédérer sur un idéal commun, qui est la contestation de cette politique gouvernementale. Quand vous voyez, par exemple, que dans une localité comme Kio-aussi, on a un taux de participation qui est pratiquement de moins de 15%. À Ebolova, ça, c'est pas moi, ça, c'est les chiffres qui ont été publiés par des gens. Et d'ailleurs, M. Serge Alain-Autou, à l'entame de votre mission, vous avez introduit votre propos en parlant d'un fort taux d'abstention. Vous n'êtes pas militant d'un parti politique, vous êtes journaliste, vous faites de l'investigation. Si vous le dites, c'est que vous avez fait des recherches et que vous avez vu que c'est ça. J'ai envie de dire encore que l'Union africaine avait des représentants accrédités par le ministère de l'administration territoriale. Et ils ont couvert cette élection de faute en comble sur tout le territoire du Cameroun. Vous voulez me faire comprendre que l'Union africaine qui nous dit que le taux de participation est de 28%, que c'est de l'imposture. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre, professeur. Non, moi je pense qu'à un certain moment, il faut éviter de rentrer dans une sorte de politique politicienne. En même temps, le professeur Messangani Amdine, je comprends qu'il soit dans une attitude jubilatoire parce qu'il a gagné à Yabassi, mais j'ai aussi l'impression qu'il était tellement concentré sur Yabassi qu'il n'a pas vraiment pris le temps de savoir ce qui s'est passé ailleurs. Parce que je voudrais l'inviter à prendre le temps et à bien... Aujourd'hui, quand vous voyez tous les leaders politiques, que ce soit tous les leaders politiques s'accordent sur le fait que l'abstention a été l'événement majeur de cette élection. L'abstention, c'est pas que le MRC. C'est pas que le MRC. Donc, quand moi j'entends le professeur Messangani Amdine dire bon, on a un taux de participation qui dépasse un peu 50%, ben, moi j'ai envie de lui répondre qu'en fait, il est dans la posture habituelle du régime qui consiste à maquiller la vérité. Ben, c'est de ça qu'il s'agit. Et les Camerounais savent très bien. Ils savent très bien que dans les jours à venir, on aura les chiffres officiels de participation qui seront publiés, que ce soit Elecam, que ce soit le ministère de l'administration territoriale, qui ne vont en rien ressembler à la réalité que les gens ont vécue. Mais quand nous disons chez nous que le Cameroun c'est l'Afrique en miniature, ben, j'ai aussi envie de dire que Douala c'est le Cameroun en miniature. Parce qu'ici à Douala, vous retrouvez les personnes originaires de tous les partis du Cameroun. Donc, comme vous dire que ce qui politiquement se produit à Douala est la conséquence de ce qui vient ailleurs. Donc, ne pensez pas qu'on peut avoir un taux de participation de l'ordre de 25% à Douala et que dans le Grand Nord, puisque vous estimez que le Grand Nord est assez éloigné de nous ici à Douala, que vous veniez dans cette imposture nous dire au Grand Nord ils étaient à plus de 50%. Non, personne ne va croire à ça. Parce qu'on sait très bien. Moi, j'ai envie de vous dire que le MRC est aussi très bien implanté à l'extrême nord, M. Messangani Amdine. Très bien implanté. Nous connaissons les chiffres. Nous connaissons les chiffres. Et puis, je vais pas aller plus loin. Notre concitoyen, le sénateur, il a dit que dans le nord-ouest et le sud-ouest, on a des chiffres de participation en deçà de 6%. Mais vous êtes en train de nous dire que c'était un peu plus... Et il dit même en deçà de 6% parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas habilitées à voter là-bas, qui ont voté.
Voilà, donc, mais maintenant, je dis, moi, ce qui me plaît, c'est que les Camerounais sont en train de rentrer dans un concept de maturation politique. Ça veut dire qu'ils ne sont plus susceptibles d'être instrumentalisés comme ils étaient avant. Aujourd'hui, ils sont capables de s'exprimer. Les Camerounais sont des gens qui sont épris de paix. Mais en même temps, alors que hier, on leur faisait quoi? Ils donnaient l'impression qu'en s'abstenant de voter, ils peuvent faire l'objet de représailles. Aujourd'hui, ils disent non, on ne vote pas. Quand nous réclamons le consensus politique, moi je n'ai pas encore vu un pays dans le monde où on parle de démocratie et qu'en même temps la notion de consensus politique est perçue par le parti au pouvoir, sauf dans les dictatures bien sûr. La notion de consensus politique ne peut pas être perçue comme une question d'adversité politique. Parce que l'essence de la démocratie c'est le consensus. Le consensus en matière politique c'est comme la constitution. Oui, mais c'est de ça qu'il s'agit. Ben maintenant, est-ce qu'on a donc un régime qui sera capable de comprendre que une bonne frange, la plus grande frange des Camerounais se sont abstenus de voter, que c'est la protestation. Est-ce qu'ils vont comprendre ça? Parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce que M. Messanganyam a dit, moi je n'ai jamais dit que le RDPC n'a pas gagné ici et là. Non, ils vont gagner, ils vont faire un véritable raz de marée. Mais le problème c'est la légitimité. On va se retrouver avec des députés, avec des conseillers municipaux qui sont élus pratiquement par exemple dans le sud-ouest, comme le disait mon confrère et grand frère, c'est le sénateur, mais vous allez avoir des députés qui sont élus par 6%, pas de la population, des personnes inscrites. C'est-à-dire qu'en fait, le député, lorsqu'il s'adresse à quelqu'un, cette personne ne se retrouve pas en lui. Mais c'est pas ça. Okay. C'est pas ça. C'est pas ça la démocratie, je suis désolé. Voilà, professeur. Oui, on permet à un sénateur une minute. Oui, allez-y. Yes, just to add to this low rate of participation, you see, the truth is that in the Anglophone community, there is total frustration. People have lost hope, confidence in the system. That's the truth about it. And you see, I want to tell you, go to Bonaberry. I think Bonaberry, the participation rate was around 22%. And that is there's a lot of mobilization of the Anglophone community. And it was the same thing. It was the same thing in Douala Cinquième. Same thing in Dokoti. These are areas where you have the Anglophone population highly concentrated. But the Anglophone in this country now feels that he is no more interested in the system. Why? Because of the problem we have in the Northwest and the Southwest region. And so the people are asking, why do we go to vote? It's not going to bring any change. It's not going to bring back the lives that have been lost, the destruction that is in the Northwest, because these are the families that are left Northwest and Southwest and they are here. And that's all. That is why you see them in Bonaberry, when there's an election, they refuse to go and vote. In all the other places of Douala, Yaoundé, the same thing, they refuse to go out and vote because they are frustrated. In Bali, do you know that in Bali there was a CH of the electoral center where people were supposed to vote? The military CH in that place was for 24 hours. And then how could people penetrate to vote? Barefoot, the electoral centers where people had to vote have been burnt down. And there was no indication, no relocation information about where to go and vote. So where do you expect the people to go and vote? So the electoral code. Oui. So the reasons, so there's a lot of frustration that we need to get into this and bring up a solution. Voilà, professeur Messana, il y a quand même des analystes qui s'accordent. Ils disent que ce boycott a profité principalement au RDPC par rapport à son électorat traditionnel. Non, il faut être rigoureux. Oui. Il faut éviter la démagogie. Et c'est que le professeur Paul Gérard Schwarzenberg, Roger Gérard Schwarzenberg appelle la politique spectacle. Nous avons marre de cette politique spectacle longtemps menée par le MRC. D'abord, dans une situation objective, quand un parti ne participe pas aux élections, on n'invite ni à la télé ni à la radio, ils n'ont rien à dire, ils devaient rester chez eux. Maintenant que chez vous, vous avez démocratisé, et puis le président Paul Biya a démocratisé la communication, c'est bien d'inviter nos amis du MRC qui ont prôné le boycott. Alors maintenant, au niveau de l'analyse politique, restons dans la technique. Parce que je ne voudrais pas rester dans l'analyse militante comme le fait Maître Essikati ici. Il y a ce qu'on appelle une analyse objective. C'est-à-dire c'est le fond.
Et à côté, il y a ce qu'on appelle la forme. Et c'est ça qu'on appelle l'analyse relative en sociologie politique. Restons dans l'analyse d'abord objective. Il y a ce qu'on appelle techniquement des déterminants qui peuvent effectivement expliquer qu'une élection se soit déroulée et qu'elle ait obtenu une légitimité. Alors, dans cette analyse objective, est-ce que tous les candidats, puisque nous sortons d'une élection présidentielle, est-ce que tous les candidats à l'élection présidentielle se sont présentés à ce double scrutin? Lorsque vous faites ce qu'on appelle le Pierre Birnbaum, l'analyse sociologique de l'électorat, à partir de là, on a un indicateur. Oui, il y avait 9 candidats à la présidence de la République. On peut constater que tous les candidats, hormis un seul, ont boycotté, du moins, l'élection présidentielle. Tous les candidats sont allés. Il n'y a qu'un seul qui a boycotté. On appelle ça en analyse politologique. Il y a des jeunes qui nous écoutent, il y a des Français, on est à Mon Dieu Vision, à Equinox. Donc à partir de là, c'est un déterminant objectif qui confère la légitimité à cette élection. Tous les candidats. Deuxième élément objectif aussi que l'on peut apprécier, le nombre de participants. Mais attendons, vous allez voir que quand ces résultats seront là, le président Paul Biya a obtenu à peu près 2 millions, un peu plus de 2 500 000 voix. Vous allez constater que l'ancrage dans l'engagement pour le président Paul Biya, c'est confirmé. C'est confirmé, ça veut dire que tous ceux qui sont allés au vote et ont plébiscité le président Paul Biya, qui n'est pas en train de dire qu'il a tout obtenu au Cameroun, on verra que ceux-là se sont manifestés. Et moi, je parie que lorsque les chiffres seront publiés, on aura plus de 2500 participants. Dernier élément objectif de fond. Écoutez, en sociologie politique ou électorale, on met un accent comme dans ce qu'on appelle le jeu des dames ou les échecs sur les pôles occupés par ceux qui vont aux élections, les pôles politiques. Mais écoutez, Maître Sikati, ne prenez pas les téléspectateurs pour des cons lorsque vous osez dire à ces téléspectateurs que Douala était un échantillonnage. Moi, j'étais de ceux qui avaient dit que malheureusement, il y a une dimension... Mais vous avez fait la sociologie politique, vous doutez de ce que Douala, c'est un échantillon de la composition de la société camerounaise. Mais c'est vous qui m'avez tendu la perche. Moi, je suis dans mon rôle là. Mais c'est vous qui me tendez la perche. Au-delà d'être partisan, je vous explique quelque chose de technique que vous devez noter. Non, j'ai pas besoin de noter. Vous n'avez pas besoin de noter. J'ai pas besoin de noter. Je comprends bien. Parce que vous êtes dans le déviationnisme. Même quand vous étiez chez Maître Yongo. Non, vous êtes dans le déviationnisme. Dans ses ouvrages, vous ne vouliez pas noter. Non, vous êtes dans le déviationnisme. Vous croyez être obligé de prendre ses ouvrages. Non, vous êtes dans le déviationnisme. Et soyez-en sûrs, je ne peux pas être impressionné. Très bien. Vous ne pouvez faire de la gesticulation. Même quand vous parlez de technique. Vous piquez des livres et vous refusez de... Mon cher professeur, j'ai une bibliothèque de moins de 1000 livres. Quand j'ai commencé à achérir, je vais vous raconter des bêtises. Ah bon, il me portez-moi plainte. Non, j'ai pas le temps pour ça. Ouais. Vous avez volé vous avez un problème de stabilité mentale. Et ça se voit. Je vais vous dire, j'ai une bibliothèque de moins de 1000 livres. Venez chez moi, je peux vous mettre vous raconter des histoires. Mais vous êtes habitué à ça. Tout le monde vous connaît. Vous êtes un imposteur. Voilà l'avocat des non-chons. Mais vous êtes un imposteur. Vous êtes passé par le chemin. Vous voulu faire. Mais les téléspectateurs voient, non, je peux avoir parce que je vous parle devant celui quand vous avez fait le faux. Mais vous racontez des histoires. 300 millions. Non, mais j'ai jamais eu 300 millions. Vous racontez des bêtises. Restez tranquille. Vous Non, vous êtes dans les la bêtise. Continuez à restons dans le débat. Mais il a dépassé par le débat. Mais vous êtes dépassé. Nous avons bien démarré ce programme. Je reviens donc. Nous avons bien démarré ce programme. Oui, mais alors qu'il se calme un peu. Je vais vous donner un peu de vermine pour vous calmer. Non, vous êtes dans le débat. Alors, donc, pour revenir sur les éléments objectifs, les éléments objectifs, je voudrais quand même qu'ils ne prennent pas Douala pour une certes ville cosmopolite, mais nous sommes africains. Nous savons qu'il y a une sociologie ethnique qui fait qu'il y a 80%. Ce n'est pas du tribalisme des originaires d'une région qui peuplent Douala et qui ont tous voté à 80 voire 70% pour le MRC. Alors si vous prenez Douala pour un échantillon, c'est faux.
Douala n'est pas un échantillon, parce que ce groupe ethnique, que j'aime beaucoup d'ailleurs, malheureusement manipulé par le MRC, je peux vous dire que c'est ma ville, je suis Sawa du littoral. Je voudrais vous rappeler que c'est ce groupe ethnique qui compose 70% de la population de Douala. Et on voit bien que c'était un fief naturel du MRC, je ne le nie pas. Donc vous ne pouvez pas, alors que nous sortons d'une élection où il y a eu un taux de participation, où vous avez été suivi. Et je suis donc avec ce qu'on appelle l'abstention, l'analyse relative, c'est-à-dire de fond. Relative, il a évoqué l'un des problèmes, et là je rejoins, disons, Essomba au RDPC. Les investitures ont tellement été bordéliques, malhonnêtes et vraiment barbares, où effectivement on a eu des militants du parti qui ne voulaient plus aller aux élections. On a des militants du parti, du fait des mauvaises investitures, qui étaient contre notre parti. Il faut donc reconnaître que, et je termine là-dessus, ce qu'on peut tirer immédiatement, c'est que les élites sont à l'origine de cet échec. Des élites de mon parti. Il y a des visages hideux que les gens ne veulent plus voir sur le terrain. Il y a des visages hideux. Quand vous prenez un fou, quand vous prenez, je peux citer plusieurs circonscriptions comme ça dans tout le Cameroun, où il y a eu des cris, des graissements dedans, parce qu'on ne pouvait plus accepter une mascarade où certains élites compradeurs qui occupent des fonctions de ministre, des directeurs généraux, sont venus imposer leurs femmes, leurs enfants, leurs maîtresses. Mais malheureusement, les listes ont été validées par malheureusement, le comité central. Mais c'est pourquoi il faut saluer aujourd'hui la réaction du peuple. Le peuple et la jeunesse en a marre. Ils ont marre de ces élites qui ne foutent rien pour eux. Hein, et qui sont toujours au devant de la scène. Par contre, à sa chute, Maître Kinyan a dit quelque chose. Maître Kinyan a avoué que, et on n'a peut-être pas retenu ça. Vous dites bien que il y a eu un facteur relatif aussi que j'évoque, un déterminant. S'il n'y a pas eu de vote au nord et au sud-est, parce qu'il y a des terroristes, vous-même vous avez fui cette zone. Le sénateur peut vous confirmer que il ne pouvait pas s'y rendre parce qu'il dit them they kill me. Ce sont des tueurs. Mais il faut reconnaître que la menace était là. Et elle a pesé. Elle a pesé. Mais il a également relevé que les militants RDPC ont bénéficié, hein, les électeurs ont bénéficié d'une certaine protection. Voilà. Mais il faut vous dire, monsieur Otto, que malheureusement, certains ne pouvaient pas prendre le risque que le RDPC a pris. Écoutez, quand vous courez le risque d'être tué, vous-même, vous pouvez aller accepter d'aller mourir. Je crois que ce sont des déterminants qui font que on est resté à un score de 40, je le confirme, à 50, voire 55%. On attend le chiffre officiel. Ce n'est pas si mal que ça. Ça permet au Cameroun de se stabiliser. C'était un double scrutin pour la paix, pour la démocratie dans ce pays. Docteur Luisan Essomba, pour répondre à la question qui nous réunit ici aujourd'hui, ce boycott, cette faible participation, elle a profité à qui finalement? Au RDPC, au PCRN, au SDF? Serge, alors je voudrais, avant de me prononcer par rapport à la question que vous me posez, faire un rappel quand même à Maître Sikati que lorsqu'il se penche sur les éléments des épines, pourtant j'ai quand même, en jetant la rose, parce que de manière circulaire sur ce plateau, j'ai quand même rappelé un certain nombre de choses qui ont participé et qui justifient de la non-participation à ces élections. Mais lui n'a retenu que le cas de mot d'ordre de RS. Pourtant, j'ai développé bien d'autres choses qu'il aurait pu quand même capitaliser et maximiser dans cette analyse et développement. Donc pour dire quoi? Pour dire que, et je l'ai reconnu, l'opposeur a parlé avec moi avant moi, mais je suis revenu mettre en exergue cette question justement du mot d'ordre du MSC. Et j'ai indiqué ici de manière forte que ce mot d'ordre a été relativement suivi. C'est-à-dire que quand on amasse... Relativement. Oui, relativement suivi. Je ne veux pas dire globalement, parce que là, je vais rentrer dans votre jeu. Je dis bien relativement suivi. Mais on a dit approche objective et approche relative. Voilà, vous avez raison. J'ai raison. Donc je suis en train de lui dire non. C'est-à-dire que s'il veut démontrer
aux yeux des téléspectateurs qui nous écoutent et à mon deux vision qu'en réalité, c'est parce que le mot d'ordre de boycott est passé qui justifie dans cette abstention. Non, il y a plusieurs éléments qu'on peut connoter à ce mot d'ordre, qui sont d'ailleurs très importants par rapport à la non-participation. On a évoqué tout à l'heure, et ça, le sénateur l'a indiqué, il m'a rejoint. Les frustrations sont très importantes. C'est-à-dire qu'en réalité... Ça vous coupez les os. Le sénateur lui-même a fui la mort. Il a dit que si je pars là-bas, on va me tuer. You speak good French, explain him. Voilà, they are understanding. Il a dit qu'on peut le tuer. Docteur Luzon, il a bien fait de fuir la mort, sinon il ne serait pas sur le plateau. Oui, docteur Luzon, ils sont pas allés. Il y a que, je suis d'accord avec lui, qu'aujourd'hui, il y a, on tend vers une maturation politique du peuple qui commence à comprendre qu'en réalité, et vous savez, notre code est clair, le mandat impératif est nul. C'est-à-dire, faites des promesses. Dès que vous avez bénéficié du suffrage et que le moment est venu, vous n'accomplissez pas ces promesses, il y aura hier, vous fera hier. C'est la raison pour laquelle on revient sur les trois fonctions essentielles d'une élection, c'est-à-dire la pacification des rapports entre les dirigeants et le peuple, première fonction. Deuxième fonction, c'est le choix des dirigeants. Et la troisième fonction d'une élection, c'est l'élection sanction. C'est-à-dire que dès lors que les élus n'ont pas pu accomplir les promesses qu'ils avaient prévues à l'endroit des populations, celles-ci ont l'obligation de les sanctionner le moment venu à travers ce qu'on appelle un vote de sanction. Donc je pense pour ma part que trop d'éléments peuvent structurer et justifier cette non-participation, les frustrations au sein des partis politiques. Il y a cette misère ambiante, la pauvreté grimpante. Oui. Il y a aussi cette question de sécurité. Et la question des élites que vous avez évoquée. Voilà. Et justement, ma question, qui profite d'en profiter cette... ce faible taux de participation l'analyse de fond, en fait, c'est quoi? Puisque la démocratie, c'est aussi ça. Ça veut dire que c'est d'abord le principe de liberté, participer ou ne pas participer. Mais à qui ça a profité? On se rend compte que cette abstention a profité au parti de Cabral Libye. C'est-à-dire, on se rend compte que le fait, par exemple, pour le MRC de n'avoir pas pris part à ce double scrutin a profité largement aux jeunes partis de Cabral Libye. Ça, il faut le dire, avec force et vigueur. Et autre chose, au-delà de cela, on s'est aussi rendu compte que les problèmes au sein de l'UPC, par exemple, ont aussi profité aux jeunes partis de Cabral Libye. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire en réalité que le mot du boycott, et je l'ai indiqué, une élection ne peut pas avoir 100% de participants et ne peut non plus avoir 0% de participants. Donc ce qui est évident, c'est que une fois que vous êtes élu, vous avez bénéficié d'un suffrage. Cela fait de vous l'élu, et dès que c'est confirmé par des instances compétentes, vous bénéficiez de ce qu'on appelle la légitimité légale rationnelle. Tout à fait. C'est Max Weber qui le dit, je passe sous le contrôle d'un grand maître de la science politique. Et ça, vous coupez en illustration, ça profite donc cette rationalité au RDPC. Parce que je reconnais que si le MRC avait été là, je reconnais que le MRC nous aurait écrasé à Douala et dans certains fiefs. Okay, et ayons l'honnêteté de reconnaître que... Oui, mais Serge Alain, le problème du MRC, ce n'est pas de se contenter d'être un acteur secondaire de la scène politique pour accompagner le RDPC dans sa mascarade. C'est pas de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on nous dit, bon, il y a d'autres partis qui ont eu des élus. C'est bien beau, mais qu'est-ce que ça va changer de façon fondamentale? Parce qu'il faut quand même se rappeler que depuis 1990, depuis l'avènement de la démocratie au Cameroun, il y a toujours eu, par exemple, dans les conseils municipaux, au Parlement, voilà, des prétendus élus de l'opposition. Mais après plus de 20 ans, qu'est-ce que ça a changé? C'est ça le véritable problème. Et c'est ça l'enjeu. Donc, le problème n'est pas de savoir qui sont les partis, qui ont pris la place du MR. C'est pas ça. Le plus important, c'est que les Camerounais comprennent que le véritable changement de système dans notre pays, je vais finir dans une seconde, dans notre pays ne peut se faire qu'à travers le haut. Okay. Et pour finir, je vais dire au professeur Messanga que nous, au MRC, on est habitués à leur stratégie d'attaque personnelle quand ils n'ont pas grand-chose à dire. Je vais lui dire une chose. En tant qu'avocat, je vous en prie, un peu. Bonsoir, Cédric Loufele. Messanga Nyamdi, merci. Cédric Loufele. Je vous en prie, professeur, c'est l'heure du journal, je vous en prie. Bonsoir, Cédric Loufele. Bonsoir, dans un instant, oui, Cédric Loufele, le titre du journal. Bonsoir, Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons d'une nouvelle réaction du gouvernement après des rapports sur le faible taux de participation à ces élections législatives et municipales et des rapports sur des contestations
post-électorale. Le gouvernement balaie d'un revers de la main ces faits, estimant qu'il y a une instrumentalisation de la presse internationale sur la réalité des faits, l'ordre et la transparence observés durant le double scrutin législatif et municipal. Ce sont les mots du porte-parole du gouvernement devant des jeunes réunis au Palais des Congrès lors d'un forum entre les membres du gouvernement et la jeunesse camerounaise pour expliquer les actions gouvernementales à la suite du discours du président de la République du Cameroun adressé aux jeunes. Et les jeunes s'interrogent sur la réalité de ces 500 000 emplois créés selon le président de la République au Cameroun. Où sont-ils réellement? Des jeunes qui estiment que le chef de l'État était en déphasage avec leur réalité. D'autres qui ont apprécié le fait qu'il a évoqué un problème important en milieu scolaire, à savoir la violence et la consommation de la drogue, sans pour autant apporter des solutions claires à ce problème. Vous écouterez des jeunes réagir au discours du chef de l'État dans le journal de 20h. Nous reviendrons sur ces contestations post-électorales dans ce journal, notamment dans le Septentrion et dans le département du Noun, là où les populations se sont mobilisées afin de critiquer l'attitude des tenants du parti au pouvoir et de certains responsables de l'administration territoriale soupçonnés d'être impliqués dans des manœuvres de fraude électorale et les premiers résultats des municipales qui laissent entrevoir une forte présence du parti au pouvoir dans le département du Vouri. Nous ferons le point dans le journal de 20h. Nous reviendrons sur la sortie de Maurice Kamto à Washington, un meeting très suivi au cours duquel il a à nouveau tensé le gouvernement, rappelant la nécessité d'aller vers des réformes urgentes et de résoudre en priorité la crise anglophone. Nous en parlerons dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel du journal de Cédric Noufelet dans un instant. Quant à nous, on vous retrouve après le journal, justement, pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos 4 invités. Place aux 20h de Cédric Noufelet. Sur le plateau Equinox Soir, nous sommes donc partis, madame, monsieur, pour la deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie du docteur Louison Essomba, du sénateur Georges Kignan, de maître Sikati, Désiré Sikati, et professeur Pascal Charlemagne Messanganyamding du RDPC. Professeur, dites-moi. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Le RDPC a peur de céder les mairies? Non. Vous avez suivi ce qui se passe à Magua 2? Je pense qu'il y a un problème. Un acte comme celui-là, il est condamné, non? Il faut condamner si c'est vrai. Si c'est vrai? Si c'est qu'on a entendu là est vrai, oui. Il faut condamner. Et c'est aussi vrai pour l'opposition. Parce qu'il y a eu un reportage où mon parti, le RDPC, est noirci. Je vous prends le cas à Yabassi, dans un village qu'on appelle Ndokati. Mes frères de Yabassi m'écoutent. Le chef de Ndokati a fait boire le Kadi, parce qu'il est un chef de l'opposition. Il a fait boire le Kadi à toutes les populations de Ndokati. Il a mis la tortue et le gris-gris dans un feu à Yabassi. Et il a dit à la population, si vous ne votez pas contre le RDPC, vous allez tous mourir. Et on a perdu Ndokati. Donc vous voyez qu'il faut condamner ce type d'acte. Et ça va faire un scoop. Le chef de village de Ndokati, voyant que le RDPC était partant. Alors pour conclure sur ce premier point, je suis là-dessus. Il y a un problème d'éducation politique réel. Parce que quand vous avez des partis politiques où vous n'avez pas de militants, je vous prends le cas du PCNC, qui est quand même impressionnant, qui gagne sans avoir une cellule, un comité de base, une sous-section. Ça veut dire qu'il y a un malaise entre l'élite qui gouverne, l'élite aux affaires et les populations. Deuxièmement, lorsque dans le même cas, vous vous retrouvez avec un gouvernement qui est en décalage avec la prescription de la politique du président de la République. Regardez, mon jeune collègue a évoqué la question des enseignants. En période électorale,
vous ne payez pas une action imposée par le chef de l'État, les frais des enseignants, comment voulez-vous que ces fonctionnaires ou ces contractuels, appelons-les techniquement ces agents de l'État, votent pour le parti au pouvoir? Ateba Yéné et moi avons dénoncé cela. Et nous avons dit très tôt que un jour, si ceux qui gouvernent ne changent pas, eh bien, nous allons avoir des nouveaux leaders qui ne seront pas des militants, qui n'auront pas de partis politiques, mais qui subitement vont vouloir être président de la République, suivez mon regard, député, suivez mon regard, ou maire. Malheureusement, ce sont les prédilections d'Ateba Yéné et moi que nous vivons parce que les élites ont échoué. Les élites ont échoué. Si mon parti, demain et maintenant, ne tire pas toutes les leçons, je peux vous dire que la situation sera pire dans les jours à venir. Ok. Sénateur, vous avez appris à ce qui s'est passé dans le NUM. Comment comprendre qu'on en vienne comme ça à ce que des têtes tombent parce que on tente de fausser un peu le résultat sorti des urnes? It's a system. You see, people are afraid that the victory will be stolen because they are confronted with a system that steals elections, that corrupts. And so they know that if they do not fight for the victory, that victory that they have obtained will be stolen. It happened with the SDF in 1992. If we don't fight, it is stolen. And it is very normal with the system. So in the system, we have the elite within the system who are there to deceive the head of state that they are popular. And they know that they are not popular. And so they do everything to make sure that they maintain themselves within that particular system, that they impose their authority, their personality within that system. And so we are failing because of the elites that we have, especially in the Northwest and the Southwest regions. And so you see, a minister who comes up and tells lies representing the state, and the state knows that the minister is telling lies. You know that Tanganji is lying, and people are happy about it. So it is unfortunate. So I'm saying that it is a system that has been built on corruption, on lies telling, and people behave as if we are here permanent on this world. They know that one day we will die and we will account to a God who says that the truth is bitter, but the truth must be spoken. And you will see, Episcopal Conference, the president has said it all. In the Northwest and Southwest, their team could not cover elections because of insecurity. So, and that is the truth. But you will see, people will come up and say there was security and tell those lies, and they will believe in them. And so we are saying that we need to build the system on the truth. We need to change the situation. Northwest and Southwest, even before these elections, you know that there were still killings. There was carnage. Houses were still burnt down. You see, the military is still killing. I was a member of the Judicial Committee during the Major National Dialogue. And that Judicial Committee, I had my Minister of Justice, who was representing the state. And in that committee, we recommended that for peace to come back in the Northwest region, there must be ceasefire. That was a recommendation. Has that been implemented? No. We recommended that for peace to come back in the Northwest region and the Southwest, there must be pardon. Everybody who is in jail in connection with the Anglophone problem should be released. That was a recommendation of the Major National Dialogue. We recommended that to pacify the society. Our brothers who are in the diaspora, we should grant amnesty. All of these issues, these recommendations have not been executed. They have not been applied. And we are talking about applying, executing the recommendations of the National Dialogue. It is not being done. And so it's a system that does not listen to the aspiration of the population. It's a system that imposes. And when a system imposes, it means that it is a failed system. So democracy is failing. And so we need to change the way that we are doing things in this country. Okay. And they stop people who are telling lies, send them off, and put the right places, the right persons to govern this nation.
Ok. Metsikati, comment vous regardez tout ce qui se passe depuis quelques jours, des partis politiques, l'opposition, qui se plaignent du système électoral? Vous dites quoi? Ils ont eu tort de ne pas vous suivre? Ils devraient normalement vous suivre? Parce que vous êtes plein du système. Ben, déjà, je pense qu'il faudrait quand même se rappeler qu'en matière politique, il y a un principe fondamental qui est la liberté. Oui. Et que nous n'avons pas vocation à obliger des acteurs politiques à nous suivre. Maintenant, il me semble qu'il est aussi un devoir impérieux pour les politiciens d'avoir le sens de la responsabilité politique. Parce que la démocratie est arrivée quand même au Cameroun dans les années 1990. Nous sommes en 2020, je pense, ça fait 30 ans. Je n'ai pas l'impression, quand je vois un peu tout le temps qui est passé au Cameroun depuis la supposée arrivée de la démocratie au Cameroun, je n'ai pas l'impression qu'en 30 ans, on a évolué. J'ai même plutôt l'impression qu'on est en train de régresser. La question que les partis politiques doivent se poser est celle de savoir, est-ce que le rôle d'un parti politique de l'opposition est juste d'exister, d'accompagner un parti dominant, confiscateur illégitime du pouvoir en donnant cette illusion qu'il y a une démocratie au Cameroun? Parce qu'au lendemain des années 1990, en 92, il y a quand même eu une élection au Cameroun et le SDF est rentré au Parlement. Mais quand je regarde la configuration parlementaire du Cameroun aujourd'hui, avec notre situation socio-politique, je n'ai pas l'impression que le Cameroun a fait des avancées par rapport à un pays comme le Bénin. Mais ce qu'on veut comprendre, c'est que qu'est-ce qu'on fait donc? On laisse le RDPC faire? Non, les partis on ne cherche pas à l'attaquer de l'intérieur? Non, justement, qu'est-ce qu'on fait? Il faut attaquer de l'intérieur. Non, s'il vous plaît, monsieur Messanga. C'est un coup d'État. Vous savez, je ne suis pas très impressionné par vos invectives. Oui. Donc, Ce n'est pas une invective. Parce que là, vous êtes en voulez train de renverser vouloir le gouvernement. S'il vous plaît, c'est moi qui ça parle. votre stratégie. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Je vous en prie. Je ne veux pas me perdre à vous suivre sur un mauvais terrain. Donc, j'étais en train de dire, le sens de la responsabilité politique des leaders est important. Parce que dans le contexte actuel, vous êtes d'accord avec moi que si le MRC était allé à l'élection, oui, ben, il y a beaucoup de partis qui sont en train d'avoir des résultats qui sont à la limite flatteurs pour eux aujourd'hui, qui ne les auront pas eu. Voilà, donc maintenant... Donc ils ont profité du boycott. Oui, bon, je ne sais pas. Chaque parti... Moi, je pense qu'aujourd'hui, notre véritable juge, c'est le peuple camerounais. C'est ceux qui ont boycotté. Oui. Vous comprenez? Parce que c'est eux les véritables arbitres qui sont capables de dire qui sont les leaders qui mettent au devant de la scène l'intérêt primordial du peuple camerounais. C'est eux. Parce que moi-même, je considère que avoir un élu dans un hémicycle où vous allez être submergé par des députés du parti au pouvoir qui ne vont pas vous laisser avoir une seule liberté de manœuvre sur les lois qui seront votées, encore que eux-mêmes, les parlementaires du parti au pouvoir, ils ne les ont pas. Vous savez très bien qu'au Cameroun, les parlementaires n'ont pas l'initiative de la loi. Ils ne les ont pas. Eh bien, j'ai envie de dire que certains partis politiques au Cameroun ne sont pas en train de comprendre l'enjeu. Moi, je dis, le professeur Kamto, lui, il a une vision qui est, à mon sens, la vision que certains leaders, quand vous regardez des pays comme des pays comme le Sénégal, mais vous voyez très bien qu'Abdoulaye Wade, avant d'arriver au pouvoir, il avait une idéologie qui était proche de celle du président Kamto, c'est-à-dire celle qui consiste d'abord à privilégier le peuple avant de regarder les intérêts personnels. Aller à l'élection, c'est bien. Je pense que le MRC, on voit bien notre cote de popularité. Malgré ce qui s'est passé, nous n'étions pas à l'élection. Mais je suis quand même amusé et très flatté de voir que quand j'écoute les médias, que ce soit nationaux ou internationaux, on dit toujours le principal parti d'opposition n'a pas participé. Mais ça veut tout simplement dire, et puis ces médias internationaux ne le disent pas sur la base de rien, ils le disent parce que les analyses sociopolitiques au Cameroun montrent bien que c'est le MRC qui est dans le cœur de plus de 71% des gens qui ne sont pas allés à l'élection. Ah oui. Donc c'est pas un problème de représentation. Non, moi je vous ai dit... À l'Assemblée nationale. Mais Serge Alain, le problème du véritable leader politique aujourd'hui, ce n'est pas seulement d'exister. Il faut la légitimité. Oui. Vous comprenez? Si vous êtes élu et qu'au quotidien vous tirez profit des honneurs que le poste de député ou de conseiller municipal ou maire vous procure, alors qu'en même temps, ceux qui vous sont élus ne voient pas un impact positif sur leur vie, ben j'ai envie de dire, vous êtes un mauvais élu. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand nous disons au MRC qu'il est question de faire la politique autrement, ça veut dire qu'il faut mettre le peuple au centre de la politique. La politique telle qu'elle se passe aujourd'hui, je suis désolé, moi je n'ai aucune aversion
avec d'autres partis qui ne sont pas au pouvoir. Bon, j'ai du mal à parler de partis d'opposition parce qu'aujourd'hui, je pense que si vous faites un sondage dans la rue auprès de ceux qui n'ont pas voté, beaucoup vous diront qu'il n'y a pas un autre parti d'opposition au Cameroun en dehors du MRC. Donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a ce sentiment de grogne de contestation générale. Parce que quand je prends une ville comme Ebolova, qui a un taux de participation à l'élection de l'ordre de 15%, et que demain, les laudateurs du régime vont nous faire croire que non, en fait, ceux qui ont boycotté l'élection étaient dans la même connexion tribalo-ethnique avec le professeur Kamto. Mais j'ai envie de dire, Ebolova, ce n'est pas une ville où la communauté allogène est dominante. C'est 85% de la communauté autochtone. Quand vous allez à Ki aussi, c'est la même chose. Oui, mais c'est ça la vérité. Et c'est le message, ça c'est cette conscientisation populaire. C'est ça qui est le plus important. Et ça rentre dans le processus. C'est un processus. Nous, on a appelé ça la résistance parce qu'on est conscient que c'est pas quelque chose que nous avons fait en 2 jours. On ne déboulonne pas une dictature qui est là depuis pratiquement bientôt 40 ans en 2 jours. On sait que ce sera long. Et ce sera difficile. Votre leader a été Ben ça, c'est pas un problème. On connaît beaucoup de gens. L'actuel président du Burkina Faso, il a été ministre de Compaoré, mais il a fait lancer un mandat d'arrêt contre Compaoré. Ça, vous le savez, mon cher professeur. Donc, je pense que moi, je ne veux pas rentrer dans la politique des jeux de tribal, jeux oratoires, les propos attacatoires, un peu comme ce que M. Messanganyam vient de faire à mon égard. C'est-à-dire, quand vous vous rendez compte que vous êtes en difficulté dans le débat d'idées, vous rentrez dans le mensonge, dans l'invective. Non, mais c'est ça. Et vous savez que donc, je demande pas. Non, je ne vais pas revenir dessus pour que... Donc ne parlez plus de ça. Non, écoutez, c'est moi qui ai la parole. Je suis en train de vous dire, on est un peu habitué à ça, et soyez-en sûrs, cette posture qui est la vôtre, ainsi que celle de beaucoup de vos camarades, ne convainc pas les Camerounais. Vous comprenez? Donc, maintenant, j'ai envie de dire aussi que lorsque on parle de faire la politique autrement, mais il faudrait aussi que l'on comprenne que chez nous, quand on regarde la posture du régime par rapport à la diaspora, on a l'impression que la diaspora est une entité qu'on doit se permettre d'insulter. Mais regardez un pays comme le Maroc, 10% du produit intérieur brut du Maroc est issu des échanges ou bien des transferts de fonds de la diaspora. C'est pareil au Nigeria, un peu plus de 20%. Mais regardez l'attention que le Cameroun, il n'y a pas. Mais quand vous savez, excusez-moi, je fais cette parenthèse parce que j'ai vu beaucoup de laudateurs du régime dire le professeur Kamto, il est en train de faire des meetings en Occident, en Émérite. Non, je veux dire, le Camerounais, il est important. Il ne faut pas qu'il oublie d'aller en Inde. Il est pas encore à l'Inde. Ah oui, mais ça c'est toujours votre élan de grandiloquence, de médisance, mais qui ne paye pas. C'est pas la parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que quand vous regardez le faible taux de participation, la conférence, c'est pas la conférence épiscopale, vous l'avez dit, parce que vous semblez remettre en question en disant que je suis un imposteur qui dit n'importe quoi. Toutes les entités, les ONG qui ont participé, les organisations de la société civile qui ont scruté cette élection vous disent la même chose. Le taux de participation était faible. Et je suis quand même surpris d'entendre sur ce plateau le professeur Messanganyam essayer de segmenter, de dire à Yabassi, il y avait 90%, au nord, à Tcholiré, il y avait 70%. Le nord, c'est 40%. Ah non, moi je parle du taux global. Le Grand Nord, je parle du taux global. Je parle du taux global. Non, restons sur la technique, je vous en prie, maître. Le Grand Nord, c'est 40% du vote et de la population camerounaise. Ok. Docteur Luison Issomba, on revient à c'est pas l'essentiel. négligeable. Hein? Ces violences-là, avant même que les résultats ne soient connus, surtout en Inde, les élus RDPC, surtout. On a vu le cas de Marois II. Oui, cela démontre à quel point le scrutin est âprement disputé sur le terrain. Vous savez, aujourd'hui, la question, surtout quand je revisite le code général sur la décentralisation, les maires seront extrêmement puissants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va implémenter cette loi, vous vous rendez compte d'où donc l'élection devient marquée par des enjeux importants. Cela peut donc justifier de tels assauts. Moi, j'étais par exemple à Fumban, je me suis rendu compte que la population là-bas a structuré leurs actions politiques autour de deux choses. C'est-à-dire qu'ils estiment que Laurent Gbagbo Njoya est déjà titulaire du pouvoir traditionnel. Il ne peut plus être titulaire du pouvoir politique. Et c'est ce qui peut justifier
toute cette tractation. Parce qu'il y a beaucoup de tensions. Hein, mais oui, c'est évident là-bas. Quand vous y allez, vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a, même dans la ville, c'est-à-dire même dans le comportement des uns et des autres, l'atmosphère est pesante. Oui, l'atmosphère est pesante, Oui, surtout à l'approche des élections. C'est parce que c'est deux cousins. Hein, parce que la maison du président Adamou Nzanjoya et du ministre délégué du RDPC sont face à face. Donc c'est devenu même une affaire de famille et c'est anthropologique. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire aujourd'hui, je dois un peu rebondir sur ce que qu'a dit avec beaucoup d'emphase Maître Sikati, mais retenons quand même que quand on est leader d'un parti de l'opposition, le leader, ce n'est pas celui forcément qui est sorti d'une élection présidentielle. Non, le parti de l'opposition, c'est celui qui a le plus grand nombre de représentants au Parlement ou aux élections. Et c'est par là, sur le plan technique. Techniquement, mais il le sait. Oui, mais il y a une technique. Ça veut dire qu'il y a un autre plan aussi. Il est sur le plan de la légitimité populaire. Non, je vous ai indiqué tout à l'heure que sur le plan de la légitimité populaire. En attendant le Conseil constitutionnel qui va proclamer les résultats des législatives. Et vous voyez, rapidement, on arrive au terme législatif. Ah bon, d'accord. Rapidement. 30 secondes. Non, il le sait. Il sait que le premier parti de l'opposition, c'est celui qui a plus de représentants au Parlement. Mais je vais chuter avec 3 inquiétudes. Première inquiétude, j'ai peur que le passage en force permanente du MRC monte en puissance. Deuxièmement, j'ai peur dans mon camp. Parce qu'aujourd'hui, je termine là-dessus, tout le monde sait qui peut être maire. Et mon inquiétude est que dans mon parti, et je reprends son expression quand même, que j'emprunte, les laudateurs de mon parti réorganisent la mascarade en tentant de mettre d'autres personnes à la tête des mairies. Or, si vous faites un sondage, partout où le RDPC a gagné, les populations savent qui peut être maire. C'est pourquoi je pense que il faut, et je m'adresse à mon parti, aux laudateurs de mon parti, qu'on laisse les conseillers choisir eux-mêmes conformément à la loi. Okay. Là, je prends les deux juristes, maîtres, à témoin, qu'on laisse librement choisir leur maire. Sinon, une fois de plus, ils seront à l'origine d'une implosion post-électorale. Merci, on fait des gars. Rapidement. Juste dire que aujourd'hui, ce taux de participation est réduit tout simplement parce qu'il y a désormais une désaffectation de la chose politique. Ok, merci, Dr. Luisan Issoba. Thank you, Senator, for coming. Merci, Maître Sikati, d'être venu. Merci à vous également, professeur Messanga. Merci beaucoup, nous sommes à niveau, malheureusement, cette invitation. Au terme de cette édition. Bonsoir, les commissions communales de supervision.